Il y a une idée fausse qui circule, qui consiste à dire que la vaccination ne peut être proposée qu'à des jeunes filles qui n'ont pas eu de rapport. Ça n'est pas exact, puisque les essais cliniques qui ont porté chez des jeunes femmes de 15 à 26 ans étaient, pour beaucoup d'entre elles, sexuellement actives. Et donc, cette information-là d'avoir eu des rapports sexuels n'est pas indispensable. On peut, bien entendu, vacciner des jeunes filles qui ont eu des rapports sexuels. Alors, je rappelle qu'en France, les recommandations, c'est jusqu'à l'âge de 19 ans révolu. Évidemment, il y a une autre question qui découle de celle-ci. Faut-il vacciner chez des adultes de plus de 20 ans et quels bénéfices s'en tirer? Alors, les recommandations françaises de vacciner jusqu'à 19 ans révolus tiennent compte d'un bénéfice en termes de santé publique généralisé. Et c'est là où l'impact de santé publique global attendu est le plus important. Est-ce qu'on peut tirer un bénéfice de la vaccination chez les adultes? On sait que la vaccination marche vis-à-vis des virus qu'on n'a pas contractés. Si on a contracté les virus, la vaccination ne marchera pas sur les virus concernés. Mais comme nous disposons aujourd'hui d'un vaccin de 9 valences, on sait très bien que si on a été exposé par exemple à un virus 45, eh bien, on a encore la possibilité d'être protégé vis-à-vis d'un virus 16 qu'on va attraper dans 5 ou 8 ans. Donc, à titre individuel, c'est entendu, c'est clair qu'il y a un bénéfice de la vaccination chez l'adulte de plus de 20 ans, mais à titre individuel. Alors, évidemment, il faut moduler ça aussi en fonction des circonstances. On ne peut pas généraliser la vaccination chez l'adulte, pour toutes sortes de raisons, mais aussi beaucoup pour des raisons économiques. Donc c'est à moduler au cas par cas. Il est évident que une femme qui a un profil à risque, par exemple, un antécédent de traitement du col pour une lésion de haut grade, ou une femme qui n'a pas de, on va dire, n'est pas encore rangée, relation, passagère. Donc elle est à risque d'être exposée durant sa vie. Et clairement, la vaccination peut apporter un bénéfice à ce moment-là, bien entendu, individuel, hein, et on n'est plus dans le cadre de la santé publique. C'est la même chose pour les hommes. L'homme, évidemment, la meilleure période, c'est ce qu'on a dit jusqu'à 19 ans révolu pour l'homme. L'homme, on va lui apporter évidemment une protection vis-à-vis donc des maladies qui lui sont propres, le condylome acuminé, des pathologies ORL, des pathologies anales, mais surtout aussi, l'homme, lorsqu'on le vaccine, limite la circulation du virus à la partenaire qu'il va rencontrer. Donc il apporte aussi un bénéfice à sa partenaire. Le mieux, l'idéal, c'est de vacciner jusqu'à 19 ans révolus, mais on peut toujours se faire vacciner à titre individuel plus tard. Mais c'est pas remboursé. C'est pas remboursé. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, on a distribué plus de 300 millions de doses de vaccins, avec un recul, comme je le disais, maintenant avec les essais cliniques de plus de 15 ans. Alors, on a des informations extrêmement précises dans l'ensemble des pays qui ont mis en place des programmes de vaccination et qui ont donc des registres très précis des événements indésirables que l'on peut rencontrer après cette vaccination. La première question qui se pose, y a-t-il un surrisque de développer des maladies auto-immunes ou des maladies démyélinisantes, des maladies neurologiques? Eh bien,
L'ensemble des données aujourd'hui disponibles, avec des méta-analyses qui ont porté sur plus de 120 études très robustes, montrent clairement qu'il n'y a pas de surrisque lié à la vaccination. En d'autres termes, les événements qui sont rencontrés sont en général ce qu'on appelle des événements coïncidents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que la vaccination va faire disparaître une pathologie qui devait émerger, il n'y a aucune raison, donc elle émerge, mais ce n'est pas la vaccination qui en est la cause. Aujourd'hui, c'est parfaitement démontré. Et les études sont robustes, sont très nettes de ce point de vue-là, et l'ensemble des autorités de santé dans le monde continue donc sur la base de ces données de dire que le bénéfice-risque est largement en faveur de la vaccination. Très clairement, il n'y a pas d'intérêt à faire un test HPV chez l'homme. Pourquoi ? L'homme veut faire un test HPV pour savoir s'il est potentiellement transmetteur à sa partenaire. En fait, sur le plan de l'infection HPV génitale chez l'homme, les pathologies à l'HPV dues à un HPV qui persiste chez l'homme, c'est moins de 2% des sujets dont les partenaires ont éventuellement de l'HPV. Donc c'est très rare. Et là, il y a des lésions, on les détecte, on les traite. Maintenant, détecter un HPV au niveau de l'urètre ou au niveau du gland ne va pas avoir de conséquences pratiques. En réalité, ces hommes porteurs d'HPV vont l'éliminer naturellement au bout de quelques mois et ça n'a aucune, on va dire, détecter un HPV chez un homme n'a pas de conséquences, on n'a pas de moyen de traitement de ces HPV éphémères présents au niveau des muqueuses. Donc, la consigne que nous donnons dans un couple, un jeune couple, un couple qui vient de se former, la femme doit savoir quel est, que le risque d'être exposé au virus par son partenaire est très élevé. D'accord ? Donc, si on veut limiter la transmission du virus dont il n'a pas connaissance, l'homme, à cette femme, et on ne sait pas lequel, ça peut être un inceste, ça peut être un autre banal, mais en tout cas, si on veut limiter, sachant que la clearance, ce qu'on appelle la clearance, l'élimination du virus chez l'homme, en moyenne, s'effectue autour de 12 mois, et c'est quasiment 98% des hommes, eh bien, un nouveau couple, évidemment, à condition que ce soit un couple stable, qui se forme, si la femme veut se protéger et prendre une mesure simple, c'est une protection par un préservatif pendant la période de 9 à 12 mois. Voilà. Évidemment, la femme qui aura été vaccinée n'a plus à se poser la question de la transmission du virus, puisque le virus qui est transmis est immédiatement éliminé. Donc c'est ça l'intérêt de la vaccination, on ne l'a pas assez dit, c'est que ça lève toutes les ambiguïtés liées à la simple transmission du virus. On ne se pose plus cette question. Idée, pour ne pas dire fausse, inexacte. Pourquoi ? Les données de la littérature montrent clairement que lorsqu'on porte un préservatif, on a une protection vis-à-vis des HPV de 80%. Pourquoi pas 100% ? Parce qu'il y a deux autres modes possibles de transmission. Si le préservatif n'est pas recouvrant de la totalité de la peau découverte peut continuer à transmettre. Et puis, il y a la transmission digitale. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les données de la littérature aujourd'hui ne confirment pas la notion de transmission par les doigts, même si ça semble assez rationnel de dire les préliminaires, les transmissions, les contacts par les doigts au niveau génital, on peut transmettre le virus. En tout cas, c'est ce qui fait qu'un préservatif, ça ne protège pas à 100%, mais en tout cas, ça protège au moins à 80%.
Alors, là, lorsqu'on parle de lésion, c'est qu'il y a eu persistance du virus. Ça veut dire que dès l'instant où une lésion apparaît, par exemple une lésion précancéreuse chez la femme, le virus est présent depuis 3, 5, voire 8 ans avant de déclencher la lésion précancéreuse. Lorsqu'un cancer ORL apparaît, on peut imaginer que le virus est présent depuis au moins une dizaine d'années, sinon plus. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est justement cette petite partie de la population infectée qui garde le virus persistant, c'est-à-dire en moyenne 10%, qui nous intéresse. Mais dans ces 10%, il faut s'intéresser qu'aux virus les plus à risque. Au niveau ORL, c'est que le 16. Lorsqu'il y a eu, par exemple, des rapports bucco-génitaux, d'accord, on pose souvent la question, est-ce que je peux avoir des rapports bucco-génitaux? Moi, femme, j'ai un frottis anormal, j'ai une infection HPV. On l'a dit, au niveau ORL, c'est le 16 qui est dominant. Qu'est-ce que ça veut dire le 16 dominant? Ça veut dire que la présence des autres virus étiquetés à risque sur le génital n'a pas beaucoup d'intérêt au niveau ORL. Donc, effectivement, si on a un 16 au niveau génital, il y a un risque de transmission chez l'homme. Alors, il y a des notions encore un peu plus subtiles. Ça veut dire que l'homme est plus sensible au 16 buccal que la femme 16 au niveau buccal. Probablement parce que, certainement, si elle a eu un 16 au niveau génital, elle a quelque part développé une petite immunité liminaire qui la protège au niveau buccal. En d'autres termes, si un HPV lambda, pas de problème pour les rapports bucco-génitaux. Il y a un HPV 16. Pour ma part, même si je n'ai pas la démonstration aujourd'hui bien faite, je dirais rapport bucco-génitaux pour l'homme, je ferai attention tant que le 16 est là, tant que la lésion n'est pas traitée. Mais pour la femme, elle est quand même mieux protégée au niveau buccal vis-à-vis du 16. Il n'y a pas de problème pour elle d'avoir des rapports bucco-génitaux. Ce que nous faisons maintenant, c'est que pour considérer que la femme, après sa conisation pour lésion de haut grade, a terminé son histoire, ça ne suffit pas d'avoir un frottis normal, ça ne suffit pas d'avoir une colposcopie normale, il faut que son test HPV réalisé 6 à 9 mois après la conisation soit négatif. 90 à 95% des femmes après une conisation complète négativent leur virus 9 mois après l'intervention. 5 à 10% vont le garder encore dormant quelques mois. Une grande majorité va l'éliminer naturellement, pas au bout de 9 mois, mais au bout de 18 mois. Celles qui vont le garder persistant au-delà de 2 ans sont candidates à la récidive. Et donc, celle-là, on va aller chercher la lésion, même toute petite, on va la détecter et on va la traiter, ce qui va éviter d'avoir un problème ultérieur. Maintenant, si elle a eu un cancer du col, est-elle à risque d'un cancer sur un autre site? Clairement, il n'y a qu'une population sur laquelle ça a été démontré, c'est les populations immunodéprimées, très susceptibles à garder les virus éventuellement sur d'autres sites. On a fait un travail, et peut-être de revue de la littérature sur cette question. Je dois dire que dans notre pratique, qui est une pratique gynécologique, donc des lésions précancéreuses du col et des cancers, on n'a pas le sentiment qu'on est plus à risque de développer un cancer anal ou un cancer vulvaire, même si ça peut arriver, mais il n'y a pas d'épée de Damoclès de ce point de vue-là.
Deux compléments à cette réponse. Il y a, à ma connaissance, plusieurs études adossées sur des registres du cancer, donc ce sont des études quand même qui sont robustes, notamment une étude hollandaise et une étude anglaise qui montrent qu'on peut avoir un surrisque de faire un second cancer HPV induit sur un site différent de là où se trouvait le cancer index. Mais il faut garder à l'esprit que ce surrisque est extrêmement faible. Extrêmement faible. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, est-ce qu'on peut avoir des infections HPV sur différents sites de façon concomitante? La réponse c'est qu'à ma connaissance, c'est possible. On peut avoir des infections génitales et oropharyngées à HPV de façon concomitante. Moi, je veux quand même rassurer la majorité de nos patientes que nous traitons pour ces lésions précancéreuses. Il faut quand même rappeler que c'est à peu près 30 000 cas chaque année et que, d'une manière générale, si effectivement les virus présents sur le col peuvent se balader un peu ailleurs et provoquer des lésions à côté, c'est possible. Je pense que, mais ça ne justifie pas pour autant de dire je vais me faire des examens de l'anus tous les ans pour aller explorer mon anus, ou je vais aller voir l'ORL tous les ans pour lui montrer ma gorge. Donc voilà, ça reste quand même assez marginal, pour libérer ces jeunes femmes, souvent des femmes moyennes d'âge autour de 30-35 ans, d'un suivi trop lourd qui, à mon sens, n'est pas indispensable. Aujourd'hui, on utilise des tests HPV pour le suivi des patientes qui ont été traitées d'une lésion du col HPV induite, d'accord? Elle est concernée, elle devrait le faire. Et deuxièmement, je doute qu'elle ait énormément d'HPV au niveau du vagin, même si elle a été traitée d'un cancer du col. Je pense que ce traitement-là n'a pas beaucoup de risques pour elle. En fait, pour compléter ce que vient de dire Fabrice, la question se pose, puisque ces femmes ont souvent, quand elles ont eu de la radiothérapie ou de la curithérapie, des vagins étroits, cartonnés, etc., elles ont besoin de reprendre une vie sexuelle. Est-ce que la rejuvénisation peut les améliorer? Probablement. Mais si elle n'a plus d'anomalie, si elle est guérie de son cancer, et si son HPV est négatif, il n'y a aucun problème pour faire du laser de rejuvénisation sur le vagin. Il faut qu'elle soit guérie. Et guérie, ça veut dire il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de lésions, il n'y a plus d'HPV. Donc la préconisation, c'est le test HPV. Absolument. Dans cette situation, oui, c'est ce que je fais. Jusqu'à présent, non. Peut-être qu'on le trouvera plus tard. Les données qu'on a sur le cancer de l'ovaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, font plutôt apparaître des gènes comme BRCA et des gènes apparentés, ainsi qu'un syndrome qu'on appelle le syndrome HRD, qui est une anomalie, si vous voulez, de la réparation de l'ADN. Un petit peu moins de 3000. En tout cas sur le col. Pour le col. Sur le col. 6500 hommes et femmes pour tous les cancers. HPV associés. Et en mortalité? En mortalité, sur le col, c'est 1000 décès chaque année au niveau oropharyngé. 250. Moi, je trouve que cette thématique est inépuisable. Quand on écoute Joseph, on apprend à chaque fois des choses supplémentaires. En écoutant Exam tout à l'heure, c'est pareil, les choses avancent, évoluent sur le plan RL. J'ai essayé de vous faire un tableau de ce qui se passait au niveau du col. Donc il reste du travail, à la fois sur la prévention, parce que comme on l'a dit, ce sont quand même des cancers qu'on pourrait ne plus voir ou quasiment ne plus voir. Rappelons-nous quand même qu'on a éradiqué des maladies infantiles il y a un petit peu plus d'un siècle grâce à la vaccination.
Et donc aujourd'hui, parler du cancer du col devrait être quasiment faire de l'histoire de la médecine. Juste pour compléter, en fait, comme il a très bien dit, un cancer du col aujourd'hui, c'est un échec. Un échec du dépistage. La vaccination, ces cancers, on les voit quand même à un âge autour de la quarantaine, donc on n'a pas pu être vacciné. Et donc, si vous voulez, on a... moi, ce que je voudrais passer comme message, c'est malgré tout rassurer les femmes, parce que nous avons tous les outils pour éviter d'arriver à cette situation. Nous avons aujourd'hui des dépistages très performants, incluant l'HPV. On a la vaccination qui permet de maîtriser les choses très en amont. Et l'avantage avec la vaccination, c'est que on va aussi éviter des maladies pour lesquelles il n'y a pas de dépistage, en particulier au niveau anal, en particulier au niveau oropharyngé. Donc, voilà, c'est la responsabilité de chacun, la fille, le garçon, de prendre en main ces outils-là, et avec ces outils-là, bien maîtrisés, on ne doit pas faire de cancer. On ne devrait plus faire de cancer.